Bien, donc moi je m'appelle Neil Malloy et je suis un ancien responsable des communautés internationales CASA à Notre-Dame de Paris. Et je suis très heureux d'entamer cette deuxième partie de notre journée d'études qui consistera en une table ronde consacrée au rayonnement international de Notre-Dame de Paris. Lorsque le fondateur de CASA, le père Ponsard, a écrit son livre sur la cathédrale, Notre-Dame de Paris, le mystère dévoilé, il a commencé par une évocation du parvis, une après-midi d'été. Il y voyait un double spectacle, celui de l'église et celui de la foule bigarrée venue la voir, des hommes et des femmes arrivant de tous horizons pour admirer les beautés de la cathédrale et peut-être se laisser toucher par sa grâce. Celui du parvis était, disait le père Ponsard, un carrefour du monde. Et au cours des 35 ans, depuis la publication de ce livre, avec l'évolution de la mondialisation, du tourisme de masse et des médias audiovisuels, cette foule d'admirateurs n'a fait que s'accroître. On sait que dans les temps d'avant l'incendie, quelques 20 millions de personnes passaient chaque année sur le parvis et, on l'a dit tout à l'heure, 14 millions d'entre eux pénétraient dans la cathédrale, faisant de ce site, on le sait tous, l'un des lieux les plus visités en Europe. Mais venir voir Notre-Dame de Paris n'a rien de nouveau. Lorsque le poète italien Le Tasse est venu en France dans la seconde moitié du XVIe siècle, il a écrit que ce qu'il y avait de plus beau à Paris, c'était les vitraux de Notre-Dame et les moulins de Montmartre. 5 siècles plus tard, l'ampleur des réactions sur la scène internationale au lendemain de l'incendie de 2019, l'émotion, l'inquiétude et la générosité des gens d'ailleurs ont pu souligner la place singulière qu'occupe encore le bâtiment dans l'imaginaire collectif au-delà de l'Hexagone. Notre-Dame de Paris, c'est la cathédrale de la France, mais c'est aussi la cathédrale du monde entier. Dans notre table ronde ce matin, nous allons interroger le regard que l'on porte sur Notre-Dame au-delà des frontières françaises, en ouvrant des perspectives internationales et interculturelles. Donc pour ce faire, nous avons la chance d'accueillir trois intervenants qui ont été amenés chacun à sa manière à réfléchir sur la dimension internationale de Notre-Dame de Paris. Donc, nous avons d'abord Zofia Litvinovic-Krupnik. Zofia est doctorante et très bientôt docteur en littérature française à la Sorbonne. Et c'est une ancienne participante aux communautés internationales CASA à Notre-Dame de Paris, qu'elle a fait visiter en plusieurs langues, et notamment en polonais. Ensuite, nous avons Michel Picot, qui est président de la fondation Friends of Notre-Dame de Paris, une association créée aux États-Unis en 2016, qui collecte des fonds pour aider à la restauration et à la reconstruction de la cathédrale. Et enfin, nous avons Jun Chang, qui est diplômé du Master Patrimoine et Musée de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et Jun a réalisé dans le cadre d'un stage d'études un rapport portant sur la réception de l'incendie de Notre-Dame sur les réseaux sociaux chinois. Avec nos intervenants, nous avons donc plusieurs approches et plusieurs aires géographiques qui sont représentées. Et nous allons partir de là pour dialoguer ensemble pendant 45 minutes. Donc le temps de questions que vous voyez dans votre programme va passer après le déjeuner. Donc on vous laissera partir pour aller vous restaurer autour de 12h30. Voilà. Donc on va commencer et je vais demander à nos intervenants si vous pouvez nous expliquer un petit peu votre activité et comment vous avez été amené à réfléchir sur la dimension internationale de Notre-Dame de Paris. Donc Zofia, une ancienne des communautés internationales. En quoi consiste une communauté internationale, Zofia ? Racontez-nous. Oui, donc mon aventure avec Notre-Dame a commencé en juillet 2013. C'était ma première communauté internationale à Notre-Dame de Paris, où pendant un mois, 3 semaines ou quasiment un mois, on accueillait le monde, des visiteurs venant du monde entier à la cathédrale,
en leur aidant à découvrir justement ces 3 dimensions dont Jean-Pierre Cartier nous a parlé, donc historique, artistique et aussi spirituel. Moi, j'étais guide bénévole pour les visiteurs anglophones, mais aussi pour des visiteurs polonais. Et les communautés internationales se distinguent des communautés dites traditionnelles. Premièrement, justement, par cette dimension qui part hors de la France, c'est-à-dire on est 10 ou 12 personnes, des jeunes de 18 ans jusqu'à 35 ans, de nationalités différentes, et chacun guide dans sa propre langue maternelle, ou parfois aussi en anglais, ce qui était mon cas. Voilà, on accueille le visiteur et on vit dans une communauté. On vit vraiment à la cathédrale, quasiment comme à la maison. Ça m'a beaucoup touché ce que Jean-Pierre Cartier a dit par rapport à l'amitié avec Notre-Dame de Paris, parce que si on vit, imaginez-vous, on vit quasiment un mois ou dans les 4 personnes qui ont refait des communautés internationales, ce qui était mon cas, parce que je suis revenue une année après. Donc 2 mois à Notre-Dame de Paris, quasiment tous les jours, en faisant des visites, en vivant juste à côté, en échangeant avec ces regards internationaux, italien, français, espagnol, américain, etc., russe, polonais ou danois même. Ça nous a permis vraiment de... Bon, c'était vraiment très stimulant, enrichissant, et pour nous, mais aussi, je pense, pour des visiteurs qui venaient découvrir la cathédrale avec nous. Voilà. Merci, Zofia. Je passe la parole ensuite à Michel Picot pour nous raconter ce grand projet qu'a été Friends of Notre-Dame de Paris. Merci, Neil. Donc, Friends of Notre-Dame de Paris, en fait, c'est une fondation de droit américain qui a été créée en 2016, effectivement, à l'initiative de l'archevêque de Paris et du ministère de la Culture, pour collecter des fonds, en fait, pour la restauration de la cathédrale. Pourquoi ? Parce que la cathédrale était déjà dans un très mauvais état avant l'incendie. Et il y avait à l'époque, à la cathédrale aussi, un professeur d'histoire de l'art américain, Andrew Tallon, spécialiste de l'art gothique, qui a dit à l'époque à l'archevêque, mais en fait, collectez donc des fonds aux États-Unis. Et donc, c'est ce qui a été à l'origine en fait, de cette fondation donc dédiée à la collecte de fonds, encore une fois, pour la reconstruction, la restauration d'abord de la cathédrale, puisque nous avions commencé avant l'incendie, et pour sa reconstruction aujourd'hui. Alors, il est sûr que notre mission a complètement changé le 15 avril 2019, puisque, pour vous donner 1 ou 2 chiffres, on avait réussi, je crois, le 15 avril au matin, on avait 700 donateurs américains et aussi 700 donateurs français d'ailleurs, puisqu'on avait aussi ouvert une ligne de fonds à la Fondation Notre-Dame pour financer la restauration de la cathédrale. Et le lendemain, on en avait 3000. Donc, si vous voulez, il y a eu un afflux de dons qui a suivi cette émotion avec l'incendie de la cathédrale. Alors, il faut savoir que pour les Américains en particulier, ça a été très, très émouvant parce qu'en fait, ils ont appris l'incendie de la cathédrale à 12h30, heure des États-Unis. Et si vous voulez, toutes les chaînes américaines, par exemple, ont relayé immédiatement en direct l'incendie de la cathédrale. Et si vous voulez, la chute de la flèche, par exemple, pour eux, ça leur a aussi rappelé, en fait, le 11 septembre, la chute des tours. Et si vous voulez, il y a eu un afflux de dons dans les jours qui ont suivi qui a été tout à fait exceptionnel. Et donc, on poursuit depuis cette date-là la collecte de fonds pour la reconstruction de la cathédrale, mais aussi pour sa restauration complète, donc complète de toutes les parties de la cathédrale. Je crois que j'ai mis 1 ou 2 photos là. On est soutenu en cela par l'ambassade de France aux États-Unis, très clairement. Vous avez quelques photos qui vous montrent des événements qui ont eu lieu d'ailleurs le dernier, la semaine dernière, à Los Angeles. On est soutenu aussi par l'Église catholique américaine, et en particulier par le diocèse de New York. Et vous avez là une photo du cardinal Dolan, là, un de nos événements. Et je dirais cet élan de soutien à la fois aux États-Unis et aussi au niveau international est très réconfortant dans notre mission. Et donc nous la poursuivons avec beaucoup d'ardeur. Voilà. J'étais un peu long là, mais bon. Merci Michel.
Et donc June, dans le cadre de vos études, vous avez réalisé cette étude de la réception de l'incendie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu dans quel cadre vous avez mené cette étude, en quoi consistait votre méthodologie? Oui, en effet, je suis venue en France pour mes études en histoire de l'art. Donc, j'ai beaucoup étudié Notre-Dame de Paris avec M. Danny Sandron, qui a travaillé avec Andrew Tallon, justement. Mais c'est vraiment à l'occasion de mes études à l'École du Louvre en anthropologie du patrimoine, où on a surtout étudié l'émotion patrimoniale, donc le lien entre les monuments et ses usagers, les communautés très différentes. Et c'est dans ce cadre que Mme Claudie Wasna, qui était dans le groupe du travail émotion-mobilisation du chantier scientifique de Notre-Dame, m'a proposé de savoir si je veux réaliser un rapport sur la réception chinoise de l'incendie pour préparer une enquête à l'international, justement pour comprendre l'émotion mondiale qui a suscité l'incendie de Notre-Dame. Donc, voilà, et je menais cette enquête pendant le confinement au début 2022. Et c'était pour nous de s'interroger sur les émotions manifestées après l'incendie, les liens, les usages, les appropriations du monument, d'un monument aussi riche en sens que le Notre-Dame de Paris. Et je l'avais fait sur le réseau social Weibo, qui est à peu près l'équivalent de Twitter en France. Et c'était avant tout un regard chinois, urbain et jeune, qui est le sujet. C'était l'objet de vos recherches. Merci beaucoup. Alors, on va élargir notre discussion pour vraiment dialoguer. Hein. On n'a pas de script prévu. Donc, la première question que je voulais vous poser, c'était par rapport à la question du sens d'une cathédrale. C'est-à-dire, comment Notre-Dame est-elle perçue à l'étranger en tant que monument historique, peut-être, en tant que symbole de France, et puis peut-être aussi en tant que lieu cultuel, hein, en tant que haut lieu de la chrétienté. Est-ce que, Michel, vous voulez vous lancer? Écoutez, moi, mon expérience, c'est que Notre-Dame est perçue, comme vous l'avez dit, de différentes manières. Il y a d'abord en particulier, alors je vais vous parler un peu pour le public américain ou pour les Américains. C'est d'abord, si vous voulez, la cathédrale. Donc je pense que ça, c'est très important. Et toute la communauté chrétienne américaine est très attachée à Notre-Dame parce que c'est la cathédrale référence au niveau européen. Et si vous voulez, quand les Américains viennent à Paris, quand ils viennent en Europe, ils viennent à Paris, ils viennent à Notre-Dame. Si vous voulez, pour eux, c'est vraiment un point d'ancrage très important. Mais c'est aussi pour eux un souvenir aussi culturel, puisqu'ils connaissent Victor Hugo, ils connaissent The Hunchback of Notre-Dame, qui est quand même un sommet de la littérature, et vous savez qu'ils en ont dérivé des films, ils en ont dérivé des comédies musicales, et donc je dirais que Notre-Dame fait partie aussi de l'environnement culturel, et ça c'est un point aussi très important, et qui nous aide d'ailleurs, nous, dans notre mission vis-à-vis des Américains. Je pense qu'en Pologne, c'est particulièrement ce point sur l'ancrage dans le monde chrétien occidental. Donc on perçoit Notre-Dame de Paris comme le symbole par excellence de cette culture chrétienne, avec ses traditions, avec ses valeurs, avec son patrimoine et son histoire. Donc ici, la figure emblématique, c'est Saint-Louis et la couronne d'épines. Donc Saint-Louis qui, en 1239, si je ne me trompe pas, vient avec les saintes reliques de la Passion avant de déposer la couronne d'épines à la Sainte-Chapelle. Donc on apprend ça à l'école primaire chez nous, voilà, en Pologne. Donc on a vraiment cette dimension symbolique de la culture chrétienne. On a des liens avec la monarchie. Je ne sais pas si aux États-Unis c'est aussi perçu d'une manière aussi forte, mais vraiment lors de mes visites en polonais, c'était la statue de Philippe le Bel, la statue équestre, qui se situait, si je me rappelle bien, dans la nef, et qui rappelait aux Polonais aussi nos liens avec la Vierge, l'attachement de tous nos princes depuis le début de l'État polonais au Xe siècle, qui ont consacré le pays à la Vierge, et aussi le vœu de Louis XIII, qui nous rappelle le vœu similaire de notre roi XVIIe Jean Casimir.
qui a aussi dédié tout le pays à la Vierge lors de ce qu'on appelle le déluge suédois, donc une invasion particulièrement atroce qui a vraiment laissé le pays en ruine. Donc il y a plusieurs points d'ancrage qui nous rappellent notre histoire, mais qui nous permettent aussi renversement de nous ancrer dans cette histoire occidentale de l'Europe chrétienne. Voilà. Donc je ne sais pas si aux États-Unis... Aux États-Unis, dont l'aspect royauté, c'est moins... Voilà, c'est ce que je pensais. C'est moins populaire, disons, ça fait moins partie du... Mais par contre, l'aspect historique est très important. C'est-à-dire que, alors c'est de l'histoire plus récente, mais si vous voulez, par exemple, les images de la libération de Paris, avec les troupes américaines sur le parvis, en août 1944, ça fait partie de l'imaginaire américain. Et si vous voulez, il y a des choses un peu... particulière, mais si vous voulez, par exemple, la messe qui a été célébrée après les attentats du 11 septembre, c'est dans la pensée des Américains. Donc, si vous voulez, ils ont une sorte aussi d'attachement historique à la cathédrale par-delà l'attachement religieux ou autre. Le cas chinois est assez différent. Il y a déjà le côté chrétien et monarchique, c'est beaucoup moins. Les éléments comme Saint-Louis, Courant d'Épines, ça ressort très peu dans les publications en réseaux sociaux, mais en revanche, c'est plutôt, les liens se font plutôt au 19e et 20e, l'imaginaire avec Victor Hugo. Victor Hugo est l'écrivain occidental le plus connu en Chine, et aussi Notre-Dame est vraiment comme un symbole culturel et patrimonial, et le côté historique effectivement aussi, mais en tant que monument religieux, et ça ressort beaucoup moins. Et l'imaginaire chinois sur Notre-Dame de Paris est aussi très impacté, si je veux dire, par la culture populaire américaine qui s'inscrit dans l'héritage de Victor Hugo. Donc. Oui, on a vraiment l'impression que finalement, les médias de masse transforment un petit peu le regard que l'on porte sur le monument. Et évidemment, ça a été très évident au moment de l'incendie. Alors, Michel, vous avez déjà évoqué la manière dont les Américains ont pu voir en direct cet événement. Et vous avez, lorsqu'on a préparé un petit peu la table, fait ce rapprochement avec les événements du 11 septembre. Comment vous voyez cette réaction à l'international dans les différentes aires géographiques quelle a été la réponse, par exemple, en Chine face à cet incendie? Contrairement à les Américains ou les Polonais qui a pu suivre en direct le déroulement de l'incendie, en Chine, c'était en plein milieu, si je me souviens bien, c'est 1h du matin que l'incendie a éclaté, et c'est en réveillant le matin dans la route d'aller au travail qu'on découvre qu'il y a une telle catastrophe qui est produite. Et dans un premier temps, et de manière très générale, pour l'ensemble des réactions, ça a été un étonnement et une tristesse et le regret. Et c'était le sujet le plus discuté du 16 avril. Et aussi un sujet toujours très discuté pendant toute la semaine à venir. Et vous avez étudié, je crois, en particulier certains hashtags, comme on dit, oui, sur ces réseaux sociaux qui étaient... Oui, des hashtags qui étaient les mots d'art d'expression. Des hashtags, on fait un hashtag et on écrit ce qu'on ressent. Mais ce qui est particulier du cas chinois, c'est que dans la journée même, il y avait eu des contestations de cette émotion assez générale. Et justement, parce que justement l'incendie de Notre-Dame a évoqué le souvenir d'un autre incendie dans l'histoire récente chinoise, et qui est l'incendie de l'ancien palais d'Édé. Pour vous donner un peu de contexte, c'était un palais construit entre fin du XVIIe et début du XVIIIe siècle, et que d'une résidence de la cour impériale chinoise, la résidence principale. Et en 1860, durant la seconde guerre de l'opium, les troupes britanniques et françaises ont incendié et pillé cette résidence. Et Victor Hugo, justement,
ces figures si souvent évoquées dans les témoignages d'étonnement et de tristesse, a rédigé un texte pour dénoncer ce qu'ont fait les troupes en 1860. Je cite, on disait le Parthénon en Grèce, les pyramides en Égypte, le Colisée à Rome, Notre-Dame à Paris, le Palais d'Élysée en Orient. Donc Victor Hugo, en 1860, je crois, a déjà fait l'association entre les deux monuments. Et ce texte qui a rédigé Victor Hugo est dans le manuel scolaire de tous les jeunes chinois. Moi-même, je l'ai appris quand j'étais très jeune, de même que ce texte est inscrit sur une plaque et son statut est dans le parc de ruines de l'ancien palais d'Élysée, aujourd'hui à Pékin. Donc l'association s'est faite et il y a une partie des internautes qui a réagi de manière très différemment que les autres Chinois en disant qu'en voyant une sorte de rétribution. Et ça a devenu une polémique très vite parce qu'on a des autres internautes qui s'indignent quand ces gens-là s'indignent contre ces premiers qui envoient une rétribution. Donc ça devient une sorte de débat sur l'Internet très rapidement. Donc ça, c'était un côté de contestation qui a eu aussi lieu en Chine. Donc ouais. une vague de tristesse, mais aussi finalement une polémique d'ordre politique. Donc, parce que certains envoient un patrimoine national français, au même titre que le palais d'Élysée était un patrimoine national chinois. Et bien sûr, ça s'explique par le fait que cet événement est inscrit dans le grand récit d'histoire nationale contemporaine. Oui. Mais en même temps, il y a aussi les autres qui sont plus attachés à l'idée d'un patrimoine universel et mondial de l'humanité. Oui. Donc, voilà. Très bien. Je pense que c'est vraiment très intéressant, cette veine quasi politique, on peut dire, justement, de cette réception internationale de l'incendie de Notre-Dame. Parce que justement, chez nous, en Europe de l'Est, c'était aussi la façon qu'on a abordé. On associait l'incendie de Notre-Dame en avril 2019 avec l'incendie de Saint-Sulpice en mars 2019. Et il y avait toute la série des universités d'été, des colloques, des travaux universitaires menés justement sur des actes antichrétiens, désaffectation des églises ou démolition des églises aussi volontaires. Donc on a fait ce lien un peu implicite entre les flammes qui ont dévoré matériellement la cathédrale et les flammes spirituelles qui dévorent l'église, c'est-à-dire on pleurait la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais on pleurait aussi le christianisme tel qu'on le connaît jusqu'à maintenant, avec le recul de la visibilité des chrétiens dans le monde séculier, avec le recul de la pratique, etc. Donc il y avait toute cette veine un peu quasi politique dès l'interprétation de cet événement. D'accord, donc un regret de la cathédrale, mais aussi un regret politique finalement par rapport à la déchristianisation de l'Europe actuelle. Oui, justement, mais aussi un constat un peu amer sur la condition du christianisme d'aujourd'hui, c'est-à-dire sur ces flammes spirituelles. C'est une citation d'ailleurs d'un bouquin qui était sorti aussi en 2019 chez nous, sur ces reculs justement de la pratique chrétienne. Donc c'était quelque chose d'emblématique, je pense, de cette réception polonaise en tout cas. Alors, dans les pays anglo-saxons, alors c'est pas du tout ça. C'est-à-dire, en fait, dans les pays anglo-saxons, en particulier aux États-Unis, en fait, Notre-Dame est considérée comme partie, si vous voulez, du patrimoine mondial. C'est-à-dire à la fois un patrimoine spirituel, mais aussi un patrimoine culturel, qui dépasse en fait la chrétienté, si vous voulez, ou la population catholique américaine. C'est vraiment, je crois que les anglo-saxons, et en particulier les Américains, ils ont considéré l'incendie, on touchait à une partie du patrimoine, de leur patrimoine. Vous voyez, il n'y a pas du tout de considération politique, France versus États-Unis, etc. C'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les Américains sont prêts à financer en fait tout ce qu'ils considèrent comme faisant partie du patrimoine universel. Et donc c'est ça, si vous voulez, vraiment le vecteur. Et dans les jours qui ont suivi l'incendie, ça a été absolument phénoménal. Si vous voulez, moi j'ai passé
j'ai passé ma semaine, en fait, après l'incendie, sur les ponts derrière Notre-Dame avec toutes les télés américaines, anglaises, australiennes, etc. Les gens étaient sidérés, si vous voulez. On avait touché à quelque chose qui leur appartenait. Voyez, et je pense que ça, c'est Notre-Dame, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est Notre-Dame qui est plus qu'un monument parisien ou français ou même catholique, chrétien. C'est un monument universel, si vous voulez. Et c'est vraiment quelque chose d'universel. Et c'est ça qui fait, à mon sens, si vous voulez, le caractère tout à fait unique de Notre-Dame. Oui. Alors, ça soulève une question intéressante qui est de savoir à quoi précisément les gens se montrent attachés dans cette cathédrale. Et puis peut-être aussi, vous avez dit, Michel, que vous avez passé beaucoup de temps devant dans les médias, etc., à dialoguer. Ma question pour vous, c'est qu'est-ce que Notre-Dame suscite comme approche? Comment est-ce que vous abordez les visiteurs, les donateurs internationaux? Finalement, c'est la question de la médiation. Enfin, qu'est-ce que Notre-Dame suscite comme médiation particulière? Comment les réseaux sociaux constituent-ils finalement un média pour cet édifice? On vient de mentionner des repères culturels ou de la culture populaire comme Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Bon, c'est pas vraiment la culture populaire, mais la comédie musicale aussi. On a aussi le film Disney, donc c'était un point fort de toutes mes visites avec les enfants devant la statue de Notre-Dame de Paris. Apparemment, dans le film Disney, il y a une chanson qu'Esmeralda chante devant la statue, qui est d'ailleurs une très belle statue que Huysmans, dans la cathédrale, un roman fin 19e, a décrit d'une façon très très belle, que c'est à la fois la mère qui accueille son bébé, qui n'est pas encore prête à le caresser, mais aussi la mère de douleur. Et tout dépend de quel côté on regarde vers cette statue. Donc on a voilà tous ces points forts dans la cathédrale, comme la statue, comme les vitraux, qui suscitent comme approche quelque chose que le théologien suisse Hans Urs von Balthasar a décrit comme l'esthétique théologique, et ça a toujours parlé à la plupart des mes visiteurs, pas forcément croyants, mais justement élevés dans la culture chrétienne, généralement parlant, catholiques ou protestants, parce que je parle forcément de mes visiteurs américains. Donc cette esthétique théologique selon laquelle on voit du plan du sensible jaillir ou quelque chose qui nous amène vers la transcendance. Et c'est une approche par exemple par rapport aux vitraux, donc des vitraux qu'on ne voit qu'au moment où ils sont éclairés d'une lumière qui vient de l'extérieur. Donc on a vraiment ce plan sensible, cette âme qui s'élève vers Dieu, qui est illuminée par Dieu. Donc je pense que c'est... Donc il faut entrer dans la cathédrale, pénétrer dans ce lieu dans la cathédrale pour saisir justement ce code médiéval, de l'iconographie médiévale, qui, comme Huysmans le constate déjà à la fin du 19e, est quasiment oublié. Je pense que c'est particulièrement important en abordant la cathédrale en tant que guide casa, proposant justement de pénétrer pleinement dans ces trois dimensions historiques, mais aussi artistiques et aussi spirituelles, c'est-à-dire que ces trois dimensions sont étroitement liées comme un réseau de correspondance et de synesthésie. Un peu baudelairien là. Mais... Très bien. On reconnaît la thésarde en littérature française. Michel, vos donateurs n'ont pas forcément la possibilité de se rendre à Paris, même si certains y sont déjà venus, bien sûr. À quels aspects de la cathédrale sont-ils sensibles ? Les donateurs existants et à venir, puisqu'on continue à collecter activement. Si vous voulez, on s'adresse à eux essentiellement par... pardon ? Petit appel. Oui, petit appel. On s'adresse à eux essentiellement, si vous voulez, sur le web. Donc on a un site friendsofnotredamedeparis.org et donc on leur donne des informations parce qu'en fait, ce dont ils sont vraiment demandeurs, c'est des informations sur la progression du projet de reconstruction et de restauration de la cathédrale. Donc ça, c'est un point très important. Et puis, pour ce qui concerne aussi les grands donateurs, si vous voulez, on leur fait une information particulière parce que vraiment, ceux qui veulent voir
réapparaître, si vous voulez. C'est Notre-Dame telle qu'il la connaissait jusqu'en avril 2019. Et si vous voulez, c'est un petit peu du donnant-donnant avec les donateurs, si je puis dire. C'est-à-dire, ils sont prêts à nous aider, ils sont prêts à financer cette restauration, mais il faut leur montrer que leur argent est bien utilisé. Enfin bon, c'est comme tous les donateurs d'ailleurs, hein. Mais voilà, ils veulent du concret, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait dans les derniers mois? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous allez faire le trimestre prochain? Vous voyez, ça fait partie de la relation qu'on a avec eux. Alors mais bien sûr, on peut pas avoir... C'est aussi faire entrer les gens dans la vie de la cathédrale. Bien sûr. Alors on a aussi sur notre site une visite de la cathédrale qui est possible, qui avait été rendue possible par des prises d'images et de sons avant l'incendie. Donc voilà, tout ça, ça participe en fait de la relation avec les donateurs existants, et ça participe aussi de la conquête de nouveaux donateurs. Et moi, je suis frappé aussi d'une chose, c'est que, si vous voulez, on a aujourd'hui 35 000 donateurs au niveau international, essentiellement aux États-Unis, mais à chaque fois qu'on s'adresse à une nouvelle population de donateurs potentiels, on a une très bonne réponse. Si vous voulez, on a des taux de réponse en fait à nos appels qui sont très très bons. Donc voilà, c'est un peu le donnant-donnant, si vous voulez, du fundraising. Finalement, un peu comme dans le cas de Visite Casa, c'est aussi la rencontre avec les donateurs, c'est-à-dire il y a cet espace de rencontre entre vous alors en fait, moi, et les gens qui... alors moi, je peux rencontrer... En fait, je rencontre les grands donateurs essentiellement, puisque en fait, je ne peux pas rencontrer 35 000 donateurs, ça, c'est pas possible. Mais voilà, les grands donateurs, c'est aussi de la rencontre face à face, et puis une explication sur le projet. Oui, vous évoquez cette notion de rencontre. Je pense que même virtuellement, ça pourrait être des rencontres, des voix très différents en ligne, parce qu'effectivement, il n'y avait pas uniquement eu de la contestation en Chine. Et justement, quand Sophia évoque cette expérience esthétique, même si les Chinois ont beaucoup moins de clés culturelles pour lire les vitraux ou les références très particulières du christianisme dans la cathédrale, il n'empêche que beaucoup se sont dit très frappés par la beauté et le côté très imposant de l'église. Et justement, les témoignages les plus longs, les publications les plus longues, les plus détaillées et intéressants sont ceux qui sont rédigés par les gens ayant visité Notre-Dame, les rares privilégiés. Et eux, ils se sont beaucoup exprimés à la suite de l'incendie avec des publications, des photos, ils racontent leur mémoire. Et ça a été un événement marquant pour eux. C'est rare d'avoir la chance de sortir du pays, même s'il fait partie du tourisme du masse, mais c'était un vrai événement et une occasion très particulière, marquante dans leur vie. Et on voit dans la publication comment ça s'inscrit dans leur manière de réécrire leurs histoires personnelles, et comment parfois c'était pendant les voyages de noces, parfois c'était les rares chances qu'on amène nos parents plus âgés à sortir, et dans mon cas c'était ma mère qui m'amène quand j'étais toute petite, et ça a été des points marquants, et l'incendie a rendu en quelque sorte sublimé ces souvenirs et ces mémoires. Voilà, donc oui, je crois que vous utilisez dans votre rapport le beau mot d'appropriation. Voilà, les gens s'approprient la cathédrale. Oui, on a des appropriations collectives, mais on a aussi des appropriations plus spontanées, plus personnelles et individuelles. Ce mot d'appropriation, en fait, me rappelle un échange richissime que j'ai eu avec mes visiteurs justement asiatiques à Notre-Dame de Paris en 2014, qui ont comparé la Sainte Trinité à la Trinité dans la religion indienne, parce qu'on a aussi Vishnu, Shiva et Brahma. Et du coup, on a eu ce genre, justement, dans le sillage d'une appropriation, voilà, interprétation à travers le prisme des religions différentes ou même des cultures différentes, de ce qu'ils venaient de voir sur les vitraux, sculptures ou le message spirituel transmis par la façade, voilà, par tout ce qu'ils voyaient. Et justement, les publications des internautes qui ont visité Paris et Notre-Dame de Paris, ils ont nombreux à évoquer les mots comme solennité, sainte, sacrée, parce qu'ils ont eu
connaissent cette expérience à l'intérieur de cathédrales, alors que dans les autres publications, c'est beaucoup moins fort, ce côté spirituel un peu plus grand, plus élargi et plus général. Donc même si ces visiteurs n'ont pas forcément les clés culturelles, ils sont quand même touchés. Oui, on peut dire ça, je pense. Oui, oui, très bien. Alors si je peux me permettre, là, les Américains, c'est beaucoup plus pragmatique. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai reçu un jour à la cathédrale une enveloppe avec un petit mot et un billet de $10. Et en fait, le petit mot de la personne qui m'écrivait en fait, venait d'une personne qui était dans un EHPAD au fin fond des États-Unis, dans l'Arizona. Et elle m'écrivait la chose suivante. J'étais en train de prier ce matin en regardant les infos sur CBS News. Donc vous voyez déjà, les Américains, c'est un peu spécial. J'ai vu que vous aviez besoin d'argent pour la cathédrale. J'aime Paris, j'aime la France, j'aime Notre-Dame. Voilà, je vous envoie $10. Vous voyez, c'est très terre à terre, hein, mais voilà, les Américains, c'est un peu différent. Voilà. Oui, oui. Parfois, les messages les plus simples sont les plus forts. Oui, c'est vrai. Alors, je vais peut-être vous poser une dernière question qui n'est pas très terre à terre, pardon, mais je voulais vous poser une question sur la temporalité, parce que je suis frappé par le fait que Notre-Dame, comme on le sait tous, c'est 850 ans d'histoire, et pourtant on vit dans un monde tourisme de masse, on l'a évoqué, mais aussi avec une grande rapidité. Hein, c'est l'ère du zapping, la massification des imaginaires. Comment est-ce qu'on peut faire comprendre cette temporalité des 850 ans et pour le chrétien, l'éternité, hein, que la cathédrale préfigure. Comment est-ce qu'on peut faire saisir ça par des personnes? Ça me paraît, dans cette question de la médiation, une dimension importante. Est-ce que vous avez des idées? On vient de parler des liens de Notre-Dame de Paris avec la monarchie. Et c'est un peu le regard qu'on y porte, c'est-à-dire que c'est quelque chose de permanent, d'universel, dans un monde qui bouge constamment, où tout change. Donc c'est quelque chose d'universel. Justement, je viens d'avoir il y a quelques semaines une discussion avec une professeure polonaise qui a comparé Notre-Dame de Paris à l'institution, c'était après la mort de la reine Elisabeth II, à la monarchie britannique. Donc justement quelque chose de permanent, où il y a des éléments qui viennent et qui partent, mais justement ces codes dont Huysmans a parlé dans la cathédrale et d'ailleurs dans un très beau recueil sur 3 églises et 3 primitifs, publié au début 20e, sur la symbolique médiévale, c'est-à-dire vraiment ce message profond, spirituel, mais qui passe à travers l'esthétique, c'est-à-dire qui passe à travers l'allégorie. Si on pense à la façade occidentale de Notre-Dame de Paris, on y voit toute l'histoire du salut, mais toute l'histoire de l'humanité aussi, avec des vertus, des vices et les vertus, avec les arts libéraux, avec les signes du zodiaque, avec voilà, on a le jugement dernier, on a Sainte Anne, on a la Vierge. Donc je pense ce rôle du guide casé en tant qu'ami bienveillant mais compétent, qui peut aider à éclairer certains points justement pour saisir ce que Durtal, le héros de Huysmans, compare à un palimpseste en pierre, c'est-à-dire on a des couches des airs, mais des couches des langues, aussi des lettres qui se superposent. C'est vraiment important de le saisir, en particulier maintenant. Il y a peu de monde, je pense surtout à mes visiteurs non européens qui n'ont pas été élevés justement dans cette culture européenne, qui m'ont posé beaucoup de questions par rapport à l'iconographie qui me semblait tout d'abord de base, disons, de iconographie médiévale qui m'a semblé au début évidente, mais je pense que c'est justement ça, dans ce monde de zapping, de tourisme des masses, de s'épancher sur ce langage secret, peut-être oublié, de la symbolique médiévale, qui est quelque chose d'universel, de perpétuel, d'éternel aussi, parce que voilà cette dimension chrétienne aussi importante. Je crois que, enfin, la temporalité, enfin, vue des États-Unis, Notre-Dame, c'est l'histoire universelle.
l'histoire américaine, c'est très très court, hein, donc ils considèrent que ça fait partie de leur histoire. Bon, je crois que c'est ça. Et donc, et d'ailleurs, l'histoire pour eux, c'est pas seulement l'histoire médiévale, mais c'est aussi le 19e siècle qui est déjà pour eux est très très loin. Et donc tout ça, ça fait partie de leur histoire. Et donc ils ont un sentiment en fait, ils s'approprient en fait Notre-Dame. Nos amis internationaux et américains, ils s'approprient Notre-Dame comme une partie de leur histoire à eux, et de leur spiritualité aussi à eux, bien sûr. Et donc, dans ce sens, si vous voulez, ils se projettent sur la reconstruction de Notre-Dame, sur sa restauration. Ils savent que ça va durer un certain temps. Et je dirais qu'ils le vivent de manière peut-être progressive, plus qu'instantanée, mais voilà, c'est ça, ça leur appartient, quoi. Pour moi, cette question est un peu difficile à répondre parce que les réseaux sociaux, comme vous savez, ça fonctionne avec l'éphémère et l'événementiel, même si on suit la couverture médiatique, le chantier de restauration de Notre-Dame est toujours très suivi. Et personnellement, je suis persuadée que quand le Notre-Dame réouvert, il y aura de nouveau une attention mondiale qui converge vers Notre-Dame. Et en ce moment, il est difficile parce que la temporalité en ce moment en Chine, c'est un peu suspendu avec les restrictions Covid. Donc, les gens pensent très peu à autre chose. Très bien. Alors, on s'approche de la fin, mais je voulais vous poser une toute dernière question, peut-être une petite remarque de conclusion de chacun d'entre vous. En nous tournant pas vers le passé, mais vers l'avenir. Comment est-ce que vous pensez que le regard que l'on portera sur Notre-Dame va évoluer dans les années à venir? Quels sont les défis qui attendent Notre-Dame de Paris d'un point de vue international? Donc c'est une question impossible, hein, mais C'est un peu difficile. On s'intéresse bien sûr au chantier, tant en Pologne ou aux Pays-Bas où j'habite maintenant. Et on s'intéresse à ce projet, à ce concours. Apparemment, c'est un architecte belge qui a gagné ce concours de réaménagement des alentours autour de Notre-Dame. On a évoqué les herbes, le système de refroidissement, etc. Donc on s'intéresse non seulement au chantier lui-même, mais aussi à tout ce qui vient avec. En Pologne, avec un peu comme d'habitude, inquiétude, disons conservatrice par rapport à est-ce qu'on va garder vraiment ce sens médiéval et ensuite celui de Viollet-le-Duc de l'intérieur, de l'espace liturgique, du mobilier, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que les nouvelles technologies ne vont pas trop gêner cet espace liturgique? Donc il y a ce côté un peu conservateur, moi je dirais, en Pologne. Donc on s'intéresse beaucoup, mais avec cette petite crainte, je dirais. Voilà. Merci Sophia. Moi je crois qu'en fait, si on se tourne vers l'avenir, ce qui est très important, c'est le projet de restauration. Et ça, c'est ce qui est dans l'esprit de tout le monde. Moi, mon sentiment, c'est que l'incendie, si vous voulez, avec tous évidemment son côté dramatique, je pense que ça renforce Notre-Dame comme, je crois qu'un des intervenants précédents a dit, c'est la cathédrale du monde. Je pense que ça renforce encore Notre-Dame dans ce rôle, enfin dans cette situation d'être la cathédrale du monde. Et moi, je suis très optimiste sur ce qui va être l'aboutissement de ce projet et sur la suite. Et encore une fois, je crois que le côté universel, alors je ne sais pas si c'est catholique, universel, puisque c'est un peu la même chose, hein, catholique, universel de Notre-Dame, c'est pour moi ce qui va sortir renforcé en fait de cette épreuve qu'on a tous subie il y a 3 ans. Je suis assez d'accord avec ce que dit Michel en termes de public. Et pour moi, c'est un peu comme... J'imagine un peu comme la Joconde, qui va avoir encore plus de célébrité après cette épreuve. Merci beaucoup, June. C'est une bonne idée sur laquelle on peut se terminer. Vous savez, lorsque les anglophones viennent à Paris, ils ne disent pas Notre-Dame de Paris, souvent ils disent The Notre-Dame. C'est un lieu unique et c'est un lieu universel, et je voulais remercier nos 3 intervenants d'avoir partagé leurs idées sur tout cela. Est-ce qu'on peut les remercier ?
Donc nous allons vous libérer pour que vous puissiez... Nous allons vous libérer pour que vous puissiez aller vous restaurer. Et je suis chargée de vous dire que la reprise se fera à 14 heures. Donc si vous pouvez être installé promptement à 14 heures, ce sera parfait. Bon appétit.